Est-ce que vous avez besoin de tout le monde pour la reconstruction de la RDC? Messieurs, on a besoin des patriotes. On a besoin des hommes et des femmes sincères dans leur démarche pour la reconstruction de la République. Apparemment, ça c'est dans les dires. Et si Kabila revenait au bon sentiment, on a l'impression que si le problème c'est qu'il faut pourchasser Kabila, il faut en finir avec Kabila. Même si il revenait à ses bons sentiments, même si il nous présentait la voie vers la sortie de la crise, on n'en a pas besoin. Le problème n'est pas éliminer Kabila. Le problème, c'est éliminer le mal. D'où qu'ils viennent, que ce soit Kabila, que ce soit même au sein du régime actuel. Tous ceux qui compromettent l'avenir de cette nation, il faut les écarter de la gouvernance politique. Et si Kabila fait partie du problème, il faut évidemment l'écarter. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va rester autour de cet individu qui a perdu son honneur. Il faut dire aux Congolais aujourd'hui que Kabila n'est pas une alternative au pouvoir actuel. Kabila n'est pas un projet pour cette nation. Kabila appartient au passé. Nous savons ce qu'il a fait ici. Aujourd'hui, les Congolais ne peuvent pas s'étonner du fait qu'ils se mettent dans les bras du M23. Mais de deux, je crois qu'il y a une stratégie musclée qui est mise en place pour pouvoir finir la guerre à l'Est. Parce que pour le chef de l'État, ce qui le préoccupe, comment y mettre fin? C'est la fin de la guerre. Quand vous repoussez d'autres Congolais, quand vous n'avez besoin que de ceux qui ont la même lecture que vous, pourquoi vous ne voulez vous engagez des discussions à Doha, à Washington, avec Kagame, mais pas avec les autres. Mais vous avez posé une question, vous avez dit qu'il nous restait Excusez-moi, c'était pour relancer. Allez-y. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta Na wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou les deuils avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix.
Après son départ du pouvoir en 2019, sa discrétion a été souvent interprétée de diverses manières. Sa récente présence à Goma, capitale du Nord Kivu, une province en proie à une insécurité chronique et à l'activisme de groupes armés, a ravivé les débats et même les suspicions. Joseph Kabila, ancien chef de l'État, y va un homme de paix ou un acteur occulte de déstabilisation des institutions de la République démocratique du Congo. C'est une question à laquelle notre invité va devoir répondre avec beaucoup de précision. Le débat se pose avec acuité et la tension en RDC monte d'un cran depuis l'adresse à la nation de l'ancien chef de l'État et son passage à Goma. Bien entendu, nous sommes contents de vous retrouver. Merci de votre fidélité à ce programme Politicon qui est devenu un programme culte chaque fois. Lorsque nous tournons, lorsque nous recevons les invités, le feedback que nous recevons est plus que favorable et nous vous en remercions énormément. En ce jour, nous avons donc le réel plaisir de recevoir un nouveau visage et non de moindre, pertinent, cadre de l'Union sacrée, Henri Mutombo Minkei. Il est écrivain, chercheur en fiscalité et en géostratégie et acteur politique. Nous sommes contents de le recevoir sur ce plateau. En même temps, je dois rappeler qu'il est compositeur et chanteur de l'Éternel. Nous avons bien fouiné dans votre carrière. Je crois que la présentation est amplement suffisante ou bien brossée sur ce plateau. Content de vous recevoir. Comment allez-vous? Merci beaucoup, M. Gédéon, de cette invitation. Nouveau visage ici, à Politicon. Moi également, je suis vos interventions, enfin les interventions de vos invités. Une chaîne qui fait parler d'elle. Et la présentation que vous venez de faire, pour moi, elle est correcte. C'est vrai qu'un homme créé par Dieu peut avoir beaucoup de casquettes parce que nous portons la divinité en nous. Dieu a dit « créons l'homme à notre image ». Dieu lui-même, il est multidimensionnel. Et donc, cela ne peut pas étonner que l'homme soit également multidimensionnel parce qu'en l'homme, il y a l'esprit du Tout-Puissant. Et l'esprit du Tout-Puissant, c'est l'esprit de la profondeur, c'est l'esprit de la connaissance, c'est l'esprit de la sagesse, c'est l'esprit des compétences. Et voilà, nous allons évidemment nous atteler à répondre à vos questions parce que le plus important, ce n'est pas les titres, mais le plus important, c'est ce que nous pouvons dire à notre peuple parce que la cloche de l'éveil a sonné. Avec toute ce casquette, comment faites-vous pour rester équilibré? Mais chaque chose a une rubrique, j'allais dire, d'expression. Quand il faut faire des recherches sur la fiscalité, je le fais. Par exemple, là, j'ai deux propositions. Il y a donc deux propositions par rapport à la recherche scientifique. Et il y a une que j'ai présentée lors de la défense de mon mémoire de fin d'études sur la création, si vous voulez, la proposition d'une loi, d'un impôt que j'avais nommé impôt sur le revenu domestique. On en parlera certainement. Et là, je suis en pourparlers avec les dirigeants des universités, donc l'élite de manière générale, et aussi je devrais entreprendre des démarches auprès du gouvernement pour parler des résultats de la recherche que j'ai menée depuis plus de 2 ans sur le financement de la recherche scientifique. Parce que, vous savez, dans notre budget, le gouvernement réserve un taux de financement de la recherche scientifique à un niveau très faible et ça ne permet pas évidemment de financer les chercheurs.
Alors, je crois que les résultats de cette recherche scientifique que je vais proposer pour le financement de la recherche scientifique pourrait faire évidemment que la recherche scientifique soit financée, qu'elle s'auto-prenne en charge, parce que vous savez, la guerre de leadership qu'il y a entre les nations sont portées par le capital humain. La Chine, l'Inde, les États-Unis, la France, toutes ces grandes nations, l'Afrique du Sud, réussissent à aller de l'avant, imposent leur culture, imposent évidemment tout ce qui nous permet de tenir au quotidien, évidemment, par la recherche scientifique. Et donc, si dans votre pays, je prends l'exemple de la RDC notamment, si en RDC, nous continuons à avoir vraiment les poils dans la main en ce qui concerne la recherche scientifique, notre pays restera vraiment à la traîne et sur le podium des grandes nations. Nous n'aurons qu'une place minable. Donc c'est pour cette raison que je profite de cette occasion. C'est la première fois d'ailleurs que j'en parle, que quand j'en parlerai, quand je serai en contact avec le gouvernement, qu'ils prennent cela au sérieux, parce que ça va permettre que, évidemment, la recherche scientifique ne souffre plus des manques de moyens, que la recherche scientifique ne soit pas l'enfant abandonné. Tout à fait. Merci beaucoup. Ça, c'est votre domaine de prédilection. Lorsque vous parlez du capital humain, à lui seul ne suffit pas. Il faut réunir le capital, par exemple, technologique, technique, et j'en passe des meilleurs. Et je disais tantôt que vous êtes également écrivain. Et combien d'ouvrages à votre actif à ce jour, en quelques minutes? Deux. Il y a 2 ouvrages. Le premier, je l'ai publié en 2016, où j'ai parlé tout à fait de l'insurrection populaire de janvier 2015. Donc, rappelez-vous de la marche du 19 janvier 2015 qu'on avait organisée pour opposer une fin de non-recevoir à la proposition du régime de Kabila à l'époque, qui voulait, par des voies subterfuges, prolonger le bail de Kabila à la tête du pays par la proposition d'une loi, de la modification de la loi électorale, et qui demandait, bien entendu, qu'on fasse d'abord le recensement populaire avant de faire les élections. Donc c'était une stratégie macabre dont le seul objectif était de maintenir Kabila à la tête du pays. Donc vraiment le pousser à obtenir ce que nous avions appelé la présidence à vie. Et donc cet ouvrage, je l'ai publié en 2016. Et il y a quelque chose que je voudrais faire savoir ici, une toute petite révélation. Je ne dirais pas que c'est moi qui lui avais dit de le faire, mais est-ce que c'est parce qu'il m'avait écouté sur RFI qui s'était inspiré de mon intervention pour prendre la voie qu'il avait prise afin de demander à Kabila à l'époque d'ordonner au président Kengo de dire au peuple qu'il a retiré la modification de cette loi. De quoi il s'agit? Je parle évidemment du feu Kitengeye paix à son âme. Il y a le patriarche Modeste Mutinga qui est vivant, qui peut témoigner. J'étais passé sur la RFI le 19 janvier 2015 le soir pour demander au régime à l'époque de retirer cette loi, sinon la population ne va pas baisser les bras et on va aller comment dire, on va continuer à l'escalade. On va continuer à l'escalade. Et c'est comme ça que, je crois, le lendemain, le patriarche Kitengeye avait sollicité un rendez-vous pour aller rencontrer M. Kabila à l'époque, pour lui demander de retirer cette loi. Et donc, il avait compris le conseil lui donné à l'époque par le patriarche Kitengeye. Et vous aviez vu, quelques jours après, je crois 4 jours après... Au moins, vous aviez en face de vous un régime qui savait vous écouter, qui savait aussi accéder à vos propositions, même s'il n'y en avait pas assez. Mais c'était pour leur intérêt. Mais pas pour la nation. Parce que vous avez parlé pour sauver le meuble, pour permettre à ce que la nation retombe sur ses jambes, et cela a été écouté. Eh bien,
Je ne dis pas. L'avenir du Congo repose sur ses fils et ses filles. Je ne dis pas que c'était moi qui avait fait cette proposition. Moi, j'avais parlé. Mais après, beaucoup de gens ne le savent pas. Si vous connaissez le patriarche Modeste Mutinga Mutushai, posez-lui la question, le président du PDG, il vous dira. C'est le patriarche Kitengiezu qui a été voir M. Kabila à l'époque pour lui demander effectivement d'ordonner le retrait de la modification de la loi électorale parce que le peuple n'allait pas abdiquer. Et depuis 2016, vous êtes en panne d'inspiration? Non, qu'est-ce qui se passe? Et le deuxième... Vous n'avez pas été prolifique ces dernières années. Et le deuxième ouvrage, je l'ai publié en 2022. Récemment, en 2022, où j'ai parlé de la délocalisation géopolitique. De quoi il s'agit exactement? En quelques minutes, s'il vous plaît. En quelques minutes, de quoi il s'agit exactement? Je parle de la délocalisation industrielle. Je parle de la diplomatie d'affaires. Parce que dans le multilatéralisme ou dans le bilatéralisme, souvent, on attend, si vous voulez, d'avoir des MOU entre les États. Donc, MOU, c'est les mémorandums d'entente entre les États. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire avec les États-Unis actuellement. Donc, quand je dis nous, le gouvernement congolais est en train de faire avec le gouvernement américain, c'est pour établir un MOU, donc mémorandum d'entente, pour pouvoir évidemment commercer entre les deux États. Donc là, on est dans le bilatéralisme. Alors moi, j'ai parlé dans cet ouvrage de la délocalisation industrielle vers la RDC. Au lieu d'attendre que ça s'arrête au niveau des États, mais il faut que le Congo, avec tous les techniciens de tous les différents secteurs, puisse aller vers les nations développées pour évidemment parler de l'avantage qu'il y a à venir investir en RDC. Parce que ce soit sur le plan de l'agroalimentaire, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, des industries qui s'étaient délocalisées en Chine, dans les pays des Trois Dragons, donc Hong Kong et d'autres États peuvent venir, par exemple, délocaliser leurs industries ici parce que nous avons une population qui est jeune et dynamique. Notre système fiscal n'est pas très répressif et aussi la justice que le chef de l'État est en train de se battre avec tout le gouvernement pour la rendre viable et non inféodée. Donc aussi ce qu'on appelle... On reste dans le vieux pieux. Pas d'action concrète jusque-là. Mais ça c'est un ouvrage d'un chercheur, d'un écrivain, fait des propositions. D'accord? Donc, je parlais de l'amélioration du climat des affaires. Donc, ce sont des combats politiques, de la gouvernance politique, qui sont menés par le gouvernement. Et donc, je proposais qu'il y ait des équipes mobilisées au niveau de la RDC pour les envoyer, les disséminer au travers le monde, à la recherche, bien entendu, des partenariats pour les convaincre afin de venir avec des capitaux, les IDE, des investissements directs étrangers, afin d'investir au pays pour pouvoir donner du travail, parce que l'État, lui seul, ne peut pas créer de l'emploi en faveur de son peuple. Donc c'est dans le secteur privé qu'il y a évidemment de l'efficacité et la création de richesse. Ok. Merci beaucoup, Henri Mutombo Mikeni. Mikeni. Henri Mutombo Mikeni. Voilà. Vous voyez, avant la pluie, les éclairs, c'est ça Mikeni. Mutombo, c'est des jeunes plantes. Mikeni, avant la tombée de la pluie. Donc, les éclairs, c'est ça Mikeni. Henri Mutombo Mikeni sur Politicon. On vous connaît tatillon, on vous connaît pointu, en restant scientifique, c'est-à-dire objectif, en tenant compte des données sous votre coupe. Je rappelle d'abord ici que vous avez été un des acteurs importants de l'alternance démocratique. Oui. Vous y avez participé avec accord et acri. Le combat pour lequel vous avez lutté, ou le combat pour lequel vous vous êtes battu,
quand vous regardez la gouvernance actuelle ou la gouvernance après Kabila, qu'est-ce que vous vous dites? Eh bien, c'est le combat pour lequel nous avons lutté ou c'est presque tout le contraire de notre engagement? Dans un combat, ou quand on crée une entreprise, on a un tableau devant soi, des objectifs à atteindre. Il y a des objectifs qu'on atteint, il y en a d'autres qu'on n'atteint pas, parce que la gouvernance est tenue par les hommes. Et les hommes, quand il y a une mission qui leur est confiée, il y en a qui réussissent leur mission, il y en a d'autres qui ne réussissent pas. Nous avions mené une lutte contre la dictature. Nous avions mené une lutte pour l'instauration de l'état des droits. Nous avons mené une lutte contre l'impunité. Nous avons mené une lutte, évidemment, pour l'instauration véritable de la démocratie dans notre pays, où on respecte les lois de la République. Nous avons mené une lutte sociale. Bref, nous avons mené une lutte pour, évidemment, l'entrisme. Ces objectifs ont-ils été atteints ou pas? Vous avez posé la question, je vous explique. À ces stades. Nous avons mené une lutte, évidemment, pour la mise en place d'un État social. Parce que moi, je suis ce qu'on appelle un socio-démocrate. Et Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, est issu d'un moule socialiste. Il y a des objectifs qui sont en cours de finalisation, ou si vous voulez de la matérialisation. Il y en a d'autres qui ne sont pas atteints. Ça, il faut le reconnaître. Mais je prends. Et il y a d'autres qui ne seront pas pratiquement atteints sur la gouvernance du Tshisekedi. Je vous réponds. Qu'est-ce qui a été atteint à ce jour? Lorsque vous parlez de l'état des droits, de la justice, de la démocratie, de la dictature, aujourd'hui, tous les opposants mettent sur la même longueur d'onde. On est en face d'un régime tyrannique, pour dire mieux. Messieurs Gédéon, vous savez, il ne faut pas vous limiter au discours des individus. Vous êtes journaliste, il faut regarder sur le terrain ce qui se fait. Est-ce que les actes disent le contraire? Le contraire de ce que ces opposants disent, moi, je vais vous opposer aux œuvres sur le terrain. Tout à l'heure, je parlais du moule socialiste. Vous savez, dans ce pays, après Mobutu, à une certaine période, où il y avait la redistribution des richesses, quand vous avez vu le pont Maréchal, quand vous avez vu la construction des grandes infrastructures, Inga, Palais du Peuple et autres, où les étudiants étaient pris en charge avant l'arrivée de Kengo, hein, à l'époque où on a parlé du durcissement. Après Mobutu, avant sa chute, il n'y avait plus la redistribution des richesses. Mais quand Tshisekedi arrive, la première des choses, on a instauré la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est la redistribution des richesses. Au-delà de toute critique, ça, c'est quelque chose qui peut faire de telle enseigne que l'on félicite le régime actuel. Avec la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement qui a pris en charge plus de 5 millions, près de 6 millions d'enfants. Cette mesure a allégé. C'est bien de voir ce qui a été fait dans ce secteur-là. Encore dans le 4 secteurs de la vie nationale, nous nous posons la question de savoir quel est le secteur qui marche au mieux en République du Congo. Allez, l'enseignement. Mais vous avez posé une question. Ce qui a été fait dans le secteur, dans le sous-secteur de l'enseignement, ça mérite qu'on jette à ces régimes des fleurs, puisque à côté, il faut voir le conséquence ou le revers de la médaille. Monsieur Gédéon, c'est ce qui a été fait. Monsieur Gédéon, je parlais du réajustement structurel. Quand Kingo est nommé Premier ministre, je crois, avant la fin des années 80, le réajustement structurel avait fait que la redistribution de richesses n'était plus prise en compte dans notre pays.
Mais Tshisekedi arrive, je parlais, bien entendu, avant que vous ne me coupiez la parole, de la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est une mesure sociale qui soulage tant soit peu les parents qui n'avaient pas la possibilité d'envoyer tous leurs enfants à l'école. Les filles notamment, qui étaient envoyées très tôt dans les foyers. Pourquoi les parents n'ont pas la possibilité? Parce que l'État a créé même en Europe. Cet État qui puisse même pas, en Occident, qui fait que le parent n'en soit pas capable. Mais monsieur le journaliste, même en Occident, où il y a la stabilité macroéconomique, où l'indice de développement est très élevé, où le PNB, le produit national brut, est très élevé, où le PIB est très élevé, il y a toujours cette mesure de la gratuité de l'enseignement. Donc ici, dans un pays où il y a beaucoup de difficultés post-conflit, un chef d'État qui arrive, qui met en place ce système de la redistribution de richesses, il faut s'en féliciter. Mais si nous n'avons pas tenu compte des impératifs, prendre cet exemple pour justifier l'action ou la gouvernance de Tshisekedi, c'est peut-être ne pas tenir compte des impératifs. Sous d'autres cieux, on en tient compte. Mais ici, les impératifs, par exemple, il faut payer l'enseignant, il faut des infrastructures scolaires viables, n'ont pas été considérés. Non, messieurs les journalistes, d'abord, il faut... Je ne dis pas que cette mesure est tout à fait réluisante. Non. Et en quoi elle en valait la peine? J'arrive. Elle en valait la peine parce que il faut la redistribution des richesses. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Mais après la mise en place de la gratuité de l'enseignement, il y a les PDL 145 territoires qui rencontrent effectivement ce que vous êtes en train de demander, les infrastructures scolaires et académiques. Jamais dans ce pays, PDL 145 territoires, moi j'ai été en province, j'ai vu la construction des écoles. Jusque-là. Dans le fond... Jusque-là. Ont été détournés, les fonds destinés à divers ouvrages ont été détournés en province. C'est le témoignage d'un des membres de l'Union sacrée, Denis Kambaï, sur ce plateau, qui était choqué de voir que le fonds destiné à la construction de grands ouvrages, par exemple l'espace Kassai, n'ont pas été utilisés à bon escient. Messieurs le journaliste, j'avais dit tout à l'heure, ici au début de votre question, que dans une gouvernance, il y a des profils malheureusement, qu'on peut qualifier de brebis galeuses, qui dénaturent l'image d'un gouvernement. Ça ne manque pas. C'est comme même dans nos familles, où vous êtes une famille bien élevée, bien éduquée, mais il y a quand même des enfants qui se méconduisent. Donc, ceux qui ne rentrent pas, qui ne respectent pas la mission qui leur est confiée, vous savez, notre justice n'est pas inféodée. Ces gens sont traqués, ces gens font face évidemment à cette justice. Donc, je disais, c'est une mesure perfectible. A été inquiété par la justice congolaise. C'est une mesure, la gratuité de l'enseignement, tous ceux qui ont été inquiétés par un moment ont été perfectible. Relaxés par la suite. Je disais que cette mesure, elle est perfectible. Nous voyons comment elle est amenée à la perfection petit à petit. Il y a le monsieur Kassongo Kabwik, que je vois ici dans votre bibliothèque, au travers de son service national, il y a la fabrication des bancs qu'il distribue dans les écoles. Donc c'est pour, évidemment, améliorer cette mesure de la gratuité de l'enseignement. Nous pourrons parler de la construction... Lorsqu'on parle de la gouvernance, quel est l'un des maillots forts du régime Tshisekedi? L'un des maillots forts, un individu? C'est-à-dire l'un des secteurs forts ou l'un des individus. On parle d'abord des secteurs et puis les individus qui sortent la tête du lot. Bon, je ne pense pas que le but de cette émission, c'est de plébisciter les gens. Nous devons parler de manière globale, parce qu'on parle d'une équipe. On parle d'un chef, d'un manager, le chef de l'État notamment, qui a une équipe, un gouvernement qui travaille pour rencontrer l'intérêt général. Alors parlons alors des secteurs. Pour la matérialisation, bien entendu, du bien commun et de l'intérêt général. La justice qui reste l'un des maillots faibles du régime Tshisekedi. Non, ça, il faut l'avouer. Lui-même l'a dit, la justice est malade. Ça voudrait dire, tout simplement, que la justice ne l'aide pas dans ses prérogatives qui sont les siennes. Alors, quel autre secteur a pu marcher?
au cours de ces 7 dernières années ou 6 dernières années. Messieurs le journaliste, quand on veut évidemment évaluer une gouvernance politique ou si on veut évaluer une entreprise, on ne parle pas en termes d'un département, on parle de manière globale. Parce qu'il faut aller dans ce sens, parce qu'il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un directeur général, ils sont nombreux. Il faut voir effectivement comment est-ce que l'action gouvernementale... On évalue secteur par secteur et puis on fait la somme. Si vous voulez de ce que cela représente. Si vous voulez évaluer secteur par secteur, regardez ce que fait le ministre de la Communication, Mouyaya. Il fait le briefing. Il accomplit la mission de la redevabilité où les ministres sectoriels vont évidemment donner, faire l'évaluation de leur mission régalienne. C'est pas ça mon avis. C'est pas ça mon avis de ce qui se passe. Tous les jours on prend part au briefing de presse, mais mon avis est tout autre que ce que vous dites. Messieurs Gédéon, je vous regarde droit dans les yeux, je parle à votre âme et à celles qui nous suivent. Je voudrais dire ici que la marche de la République, j'ai tout à l'heure ici parlé de la cloche qui sonne l'éveil, la marche de la République ne se fait pas en un clin d'œil. Il y a tout un processus pour arriver, évidemment, à l'atteinte des objectifs, à l'atteinte, évidemment, de target. Alors, allez dans le sens où vous voulez, que moi je vous dise, dans le secteur diplomatique ou dans le secteur des infrastructures, je veux, par exemple, vous donner l'exemple. Tout à l'heure, je parlais... On finit sur ce sujet. On finit sur ce sujet, merci. Tout à l'heure, je parlais de la gratuité de l'enseignement, mais je peux aussi vous parler des efforts qui sont menés sur le secteur de la politique extérieure de la RDC. Aujourd'hui, le président de la République a sorti notre pays de l'immobilisme. Le pays était dans un vase clos. Aujourd'hui, la RDC fait épaisseur dans le concert des nations. Avec la ministre des Affaires étrangères, Mme Wagner Kaikwamba, on voit bien que la RDC est sur le toit du monde, tout le monde en parle et tout le monde vient au chevet. Bien que, sans oublier certaines hypocrisies qui animent certains acteurs internationaux, mais la pression diplomatique de la RDC a fait que le Rwanda, je crois qu'on va en parler, soit condamné aussi bien à l'Union européenne qu'aux Nations Unies. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un vent nouveau qui souffle sur la RDC qui permet que cette nation qui avait été enfuie dans l'abîme sorte sa tête de telle sorte qu'elle puisse, la RDC, qu'elle puisse confirmer son leadership africain. Allez, merci beaucoup. On va prendre le sujet d'actualité. L'actualité en République du Congo, c'est le discours de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et puis sa présence. Pour le moins, en tout cas, controversé à Goma. Après son départ du pouvoir en 2019, sa discrétion a été souvent interprétée de diverses manières. Sa récente présence à Goma donc a relancé les débats et même les suspicions qui pesaient depuis longtemps sur Joseph Kabila Kabange. Allez, avec Henri Mutombo Mikei, nous allons... Mikenyi, à quel dis-je? C'est des mots doivent partir. Avec Henri Mutombo Mikenyi, on va y déceler le no-dit. Allez, au sein de l'Union sacrée, on n'a pas la même lecture des faits. Kabila se rend à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, en proie à une insécurité chronique et à l'activisme des groupes armés. Selon vous, il va en homme de paix ou en acteur de déstabilisation? Avant d'y arriver, quelle lecture faites-vous en tant que scientifique de son discours ou de son adresse à la nation? Non, on ne peut pas parler de l'adresse à la nation parce qu'il n'en a pas le prérogative. Il a arrêté de parler à la nation depuis le 24 janvier 2019. Ce qu'il a fait, il a parlé à ses partisans.
il a parlé évidemment à ses compères rebelles qui tuent et qui pillent, qui violent à l'est de notre pays. Comment expliquer alors l'enthousiasme, l'attente? Le Congolais attendait des pieds fermes ce discours, et pour certains, c'est un discours qui galvanise le troupe, ou qui galvanise, ou qui ressuscite enfin, qui redonne de l'espoir aux Congolais. Non. Vous faites mal votre analyse, passez-moi l'expression. Kabila ne galvanise personne. Regardez sur les réseaux sociaux, sortez de ce carcan de perception des hommes politiques, de la majorité par exemple, mais regardez les Congolais qui ne sont ni pour ni contre, qui ne sont ni de l'opposition, ni du pouvoir, mais le peuple congolais. Suivez les autres médias, vos confrères, vous comprendrez que Kabila, ce qu'il a dit, n'a fait que énerver les Congolais, et il n'a fait que confirmer ce qui lui avait été reproché par le président de la République quand il a dit, je crois, à Bruxelles, au sortir de la convalescence, que le M23, AFC M23, c'est Kabila qui en est le pourvoyeur, c'est Kabila qui en est le créateur. Même si les preuves n'en ont pas été données jusqu'à ce jour. Si, la preuve, quelle autre preuve voulez-vous avoir? Vous parliez du discours de M. Kabila. Kabila a été, par accident de l'histoire, le président de cette nation. Vous savez, quelqu'un qui a été chef de l'État dans un pays, parlons de Kabila, du prétendu Kabila qui était président de la République ici en RDC, sa parole doit rassembler. Sa parole ne peut pas diviser. Il donne 12 propositions autour desquelles les Congolais doivent se retrouver pour rebâtir cette nation. A-t-il mal proposé? Monsieur Kabila n'a fait que relayer la position du gouvernement. Parce que quand il parle de la fin de la guerre, c'est ce que le président Tshisekedi est en train de faire. Quand il parle de la bonne gouvernance de manière générale, mais c'est ce que le président... Et en quoi ça vous enquiquine s'il abonde dans le même sens que le gouvernement congolais? Le problème de Kabila... D'ailleurs, c'est une occasion de sauter dessus et de voir que tout le camp politique veulent converger vers... le même perspective. Messieurs le journaliste, je vous pose, c'est pas moi qui pose des questions, c'est vous qui les posez, mais je peux me le permettre. Le diable vient dans votre église et vous dit arrêtez de pécher. Il a dit arrêtez de pécher. C'est le diable qui le dit. Vous allez acclamer parce qu'il a dit arrêtez de pécher. C'est qui le diable? C'est qui le diable? Je vous ai posé la question. C'est qui le diable? Mais Kabila, c'est Kabila le diable. Et à partir de quand vous l'avez perçu comme tel? Vous l'avez reconnu comme diable? À partir de quand? Je veux vous dire ceci. Le fait pour nous d'avoir eu Kabila à la tête de cette nation, le pays a été banalisé. Ce pays a été saboté. Parce qu'un grand pays comme celui-ci, le pays de Lumumba, de Etienne Tshisekedi, le pays d'un grand destin, d'une grande vocation, ne pouvait en aucun cas avoir à sa tête un homme comme celui-là, venu de nulle part, avec aucun contenu, dans les tripes, ayant tout simplement la turpitude, ayant dans les tripes tout simplement une mission de déstabilisation d'un pays. Nous savons d'où il vient, monsieur. Donc vous partagez le bilan chaotique que vous présentez sur ce tableau, parce que le même diable, le même Kabila que vous présentez comme le diable, à un certain moment, l'histoire le retiendra, vous avez eu besoin de lui. Vous vous êtes rapproché de lui. Vous avez mangé avec lui. D'ailleurs, je me rappelle la phrase choc de l'ex-fils Lady, Mama Olive Lembe Kabila, qui disait que Nani Oyo Aliana Sanya Moubaï Nangate. Et Kabouya est revenu sur ça, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Messieurs le journaliste, on sent qu'il y a une contradiction. Puisque j'ai parlé, entre l'agir et le faire. Entre le vouloir et le faire. Messieurs le journaliste, nous devons permettre aux Congolais qui nous suivent de comprendre que nous parlons de notre pays pour qu'il avance. Nous ne sommes pas là pour parler des individus. Mais si vous voulez qu'on parle des individus, on va y rester pendant quelques minutes. Madame, parce que ce sont les individus qui engagent la nation. Madame, on parle de lui parce qu'il a engagé la prise au destin de la RDC pendant 18 ans. Vraiment, on parle de Tshisekedi parce qu'il est le chef de l'État. Qu'on l'aime ou qu'on l'adule, qu'on l'aime ou qu'on le déteste.
Messieurs le journaliste, puisque vous avez parlé de sa femme qui avait dit qu'il n'avait pas mangé dans l'assiette de Kabila. Kabila, quand il est venu ici, là, il est venu avec l'assiette. Vous savez que Kabila est le diable. Kabila est le diable. Pourquoi vous vous êtes rapproché de lui? Pour avoir le pouvoir. Messieurs le journaliste, on n'a pas été avec Kabila pour avoir le pouvoir. Le pouvoir que nous avons aujourd'hui au travers du président de la République, c'est un pouvoir qui est venu par les urnes. En 2018, je vous rappelle qu'il y a eu élection le 30 décembre 2018 et Tshisekedi avait gagné cette élection. Alors, comme Tshisekedi n'avait pas la majorité au Parlement, nous sommes... Il a dit qu'il y a des contre-vérités qui ont été balancées. La vérité n'a pas été dite même par celui qui est censé la connaître. Nanga est revenu sur ça. Donc, la controversée élection de Tshisekedi en 2018, vous ne pouvez pas vous en réjouir. Messieurs Gédéon, on sait dans quelles circonstances l'UDPS est arrivé au pouvoir. Non, ce n'est pas l'UDPS qui est arrivé au pouvoir. C'est le Congo qui est arrivé au pouvoir parce que Tshisekedi porte les aspirations du peuple. L'UDPS n'est qu'un parti. Le peuple ne se retrouve pas dans votre gestion. L'UDPS n'est qu'un parti au travers duquel les propositions, si vous voulez, le projet de société a été porté par le candidat Tshisekedi qui est issu de l'UDPS. Mais c'est le pouvoir du peuple. Donc j'étais en train de dire, vous avez posé la question de savoir, mais comment ça se fait que vous étiez avec le diable? Vous vous rappelez de l'histoire de Job, puisqu'on a parlé un peu d'église ici. Vous vous rappelez de l'histoire de Job où Satan s'était retrouvé dans le conseil des fils de Dieu, avec Dieu. Dieu lui avait posé la question, as-tu vu mon fils Job? Donc, c'était une stratégie. Vous comprenez? Étant entendu que M. Kabila, alias Kabila si vous voulez bien, depuis 18 ans a été au sommet de l'État, il avait le contrôle de l'armée, des services de renseignement, des finances de la République, fallait quand même le caresser dans le sens du poil pour pouvoir tirer les véritables informations afin de le déboulonner, comme l'avait dit le chef de l'État. Donc, ça n'était pas de bon cœur que vous vous êtes rapproché de lui. Mais la stratégie, elle est comme ça, monsieur le journaliste. Je vous regarde droit dans les yeux, je vous dis, quand on est, que ce soit dans les affaires, que ce soit en politique, il faut que vous ayez des stratégies pour pouvoir, évidemment, connaître les us et coutumes de votre adversaire, connaître comment il agit et connaître évidemment son point fort et ses points faibles afin de savoir comment l'attaquer. Donc parce que vous n'aimez pas Kabila, mais je comprends maintenant que vous avez tout fait, remuer ciel et terre pour faire voler en éclats la coalition. Messieurs, donc le problème c'était Tshisekedi. Et Kabila le répète aujourd'hui. Monsieur Kabila n'avait pas l'intention de laisser la gouvernance politique installée en 2019 sur son bonhomme de chemin pour rencontrer évidemment les désidératas de Congolais. Il avait, comme vous ne l'aimez pas, vous saviez à quel moment vous allez renverser le rapport de force. Vous avez tout fait pour que la coalition ne marche pas. Il le prouve. C'est lui qui faisait de sorte que la coalition ne marche pas. Il prouve aujourd'hui aux yeux du monde que ce n'était pas de bon cœur qu'il avait accepté la défaite de son poulain Ramazani Chadari. Ce n'était pas de bon cœur que cette coalition avait été mise en place. C'était évidemment une stratégie, comme il avait dit à ses pairs de la SADC, que je ne vous dis pas adieu, je vous dis à bientôt ou au revoir, quelque chose comme ça. Il avait dit, je ne vous dis pas adieu, je vous dis... Cette phrase, vous continuez à vous déranger au point de susciter toutes les suspicions. Il faut suivre le parcours de l'homme. Il faut voir comment est-ce que l'homme est en train d'agir pour en tirer les connaissances, pour pouvoir dégager, bien entendu... Comment il agit? Est-ce qu'il agit contre le Congo ou en faveur du Congo? Kabila agit en défaveur du Congo parce qu'il tue. Il lance un front citoyen. Mais s'il vous plaît, messieurs les journalistes, parce qu'il soutient la rébellion. Parce qu'un ancien chef d'État, je prends l'exemple de Jerry Rawlings au Ghana. C'était un militaire, il avait fait un coup d'État parce que pour lui, le pays ne marchait pas bien. Et quand il a été élu démocratiquement président du Ghana, après son mandat, Jerry Rawlings, paix à son âme, est resté loin des affaires politiques. Il était devenu un conseiller, un panafricaniste qui allait un peu partout régler les conflits en Afrique. Mais ce n'est pas le cas de Kabila. Kabila, c'est véritablement un homme quelconque qui n'a pas su, évidemment, mettre en valeur le statut d'ancien chef d'État qu'il était. Kabila, il faut ici parler du déshonneur
de l'honneur. Il faut parler de l'honneur perdu de Kabila. Monsieur Gédéon, regardez-moi. Mesurez votre langage, Monsieur Gédéon. On est en direct. Monsieur Gédéon. Ne faut pas... Monsieur Gédéon, je vous prie de me regarder. Offusquer les sensibilités. Monsieur Gédéon, je vous prie de me regarder. Parlez de Joseph Kabila avec respect et dignité. Non, je n'ai aucun respect pour lui. Il est l'ancien chef de l'État. Je n'ai aucun respect. D'ailleurs, si, de toute façon, vous avez brossé mon petit parcours politique, même quand il y a eu coalition entre FCC-Cash, j'étais contre. Je n'avais jamais, moi, validé ce choix de coalition. Ça, c'est votre opinion. Donc, je n'ai aucun respect. Est-ce que vous avez besoin de tout le monde pour la reconstruction de la RDC? Messieurs, on a besoin des patriotes. On a besoin des hommes et des femmes sincères dans leur démarche pour la reconstruction de la République. Apparemment, ça, c'est dans les dires. Et si Kabila revenait au bon sentiment, on a l'impression que si le problème, c'est qu'il faut pourchasser Kabila. Il faut en finir avec Kabila. Même si il revenait à ses bons sentiments, même si il nous présentait la voie vers la sortie de des crises, on n'en a pas besoin. Le problème n'est pas éliminer Kabila. Le problème, c'est éliminer le mal. D'où qu'il vienne, que ce soit Kabila, que ce soit même au sein du régime actuel, tous ceux qui compromettent l'avenir de cette nation, il faut les écarter de la gouvernance politique. Et si Kabila fait partie du problème, il faut évidemment l'écarter. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va rester autour de cet individu qui a perdu son honneur. Il faut dire aux Congolais aujourd'hui que Kabila n'est pas une alternative au pouvoir actuel. Kabila n'est pas un projet pour cette nation. Kabila appartient au passé. Nous savons ce qu'il a fait ici. Aujourd'hui, les Congolais ne peuvent pas s'étonner du fait qu'ils se mettent dans les bras du M23. Parce que, rappelez-vous, en 2016-17, dans toutes les manifestations, c'est pas moi qui ai dit, vous êtes journaliste, Human Rights Watch, on avait vu un reportage de TV5 et France 24 où on disait qu'il avait pris des prisonniers de M23 à qui on avait donné les armes et des tenues militaires ici pour tuer les manifestants. Ça n'existe nulle part. Nous avons vécu la répression. Human Rights Watch parlait bien sûr du gouvernement, du régime Kabila. On ne visait pas l'individu. Je vous envoie. On parlait du régime. Comme dans tout régime, il y a des zélés, il y a des extrémistes. Ne mettez pas tout à la tête de Kabila, sinon on répliquera la même chose. Vous avez réussi les M23 ici à Kinshasa pendant 14 mois. Pour quel objectif? Les M23, bon, allons dans ce sens. Ouais. Allons dans le sens de votre récit. Allons dans ce sens, s'il vous plaît. A répondu n'avoir jamais été au courant de leur présence. Monsieur Gédéon, je vais dans votre hypothèse. Allons dans cette hypothèse où on avait reçu les M23 ici. Allons dans votre hypothèse. Qui fait mieux? Celui qui reçoit pour parler de la paix, pour dissuader les gens de prendre les armes, ou bien on va applaudir celui qui fait venir les M23 en leur donnant les armes et des tenues pour tuer les manifestants. Qui fait mieux? Moi, je préfère celui qui fait appel aux M23. À Kinshasa, c'était question de paix. S'il vous plaît. À Kinshasa, c'était question de paix. J'ose croire que... Willy Ngoma. J'ose croire. Est-ce que quand ils sont venus... contraire, et n'a jamais été contredit. Mais s'il vous plaît, monsieur le journaliste... N'a jamais été rencontré. Monsieur le journaliste... Willy Ngoma donne leur raison de leur séjour à Kinshasa. Pourquoi ils y étaient? Il dit qu'ils étaient pourquoi? Je crois que les Congolais en savent quelque chose. Je vous ai dit ceci. Restons dans votre hypothèse. Si la M23 a été convoqué à Kinshasa... On n'était pas dans un schéma quelconque de paix. Certainement, comme vous pouvez, parce qu'on ne leur a pas donné les armes pour tuer les Congolais. Mais Kabila, les faisant venir ici, c'était pour réprimer les manifestants. Parce que les manifestations que nous avons eues ici, rappelez-vous, vous êtes journaliste, les policiers, les militaires étaient gonflés d'hormones militaristes et tuaient les manifestants. Et c'était une répression dans le sang. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir ici pour parler de Kabila. Moi, je souhaite que nous parlions d'une république qui est en train de se battre pour avancer. Même à petits pas. Je préfère les efforts, parce qu'il y a des combats qu'il faut mener. Je préfère les efforts qui sont menés par un gouvernement qui se bat pour faire avancer la République, plutôt que de m'asseoir là pour parler des individus qui sont criminels et terroristes. Parce qu'aujourd'hui, M. Kabila, il est à Goma, qui est la 3e ville de la République, il est passé par le Rwanda, il est protégé par le M23, les mêmes M23 qu'il a...
Il est protégé par l'armée rwandaise. Ne racontez pas des choses. Il n'est pas protégé par le M23. S'il vous plaît. Ne racontez pas des choses. Il est protégé par une unité spéciale de la MONUSCO. C'est cela la vérité. Monsieur le journaliste, si Kabila était sérieux, il ne serait pas allé dans une ville sous occupation. Pourquoi? Parce que... N'a-t-il pas droit? Vous n'avez pas de Congolais là-bas? S'il vous plaît. Les Congolais qui sont là-bas ont été massacrés. Kabila n'a pas condamné le fait qu'on a tué les gens là-bas. Les Congolais qui sont à Goma sont assiégés, sont occupés par le Rwanda. Avec mais pourquoi vous me coupez la parole? Sa présence, c'est pour compatir davantage avec eux. Monsieur le journaliste, j'ai l'impression... C'est que le régime de Kisangani n'a jamais fait. Monsieur le journaliste, je crois que vous vivez dans un autre Congo que celui-ci. Évidemment. Parlons même des conditions humanitaires. Si vous dites ça, ces compatriotes déplacés sont dans des conditions humanitaires effroyables. Et Kinshasa, l'aide humanitaire n'est jamais arrivée. Mais qui est à la base de ce débâcle? Qui est à la base de cette déstabilisation des institutions de la République? Mais c'est Kabila et ses gens. Mais comment voulez-vous parler d'une chose? Kabila n'est pas autant responsable que le régime. Mais bien sûr, Kabila est responsable de tous les malheurs qui arrivent à l'est de notre pays parce qu'il a financé stratégiquement, donnant les moyens aux rebelles, aux terroristes qui tuent, qui pillent. Parce que pour lui, ce pays est un butin de guerre. Il doit à tout prix exercer le pouvoir d'État. Quelle est la preuve de son soutien matériel au M23? Monsieur... Et son soutien est à quel niveau? C'est de quelle nature? Monsieur le journaliste, je voudrais bien vous demander de me laisser 30 secondes. Tout simplement. Ouais, c'est compris, 30 secondes. 30 secondes. Pas plus, pas moins. Kabila pense rééditer leur exploit macabre de 1996-97. Malheureusement, ils n'y arriveront pas parce qu'aujourd'hui, le contexte est tout à fait différent. Mobutu avait été rejeté par le peuple zaïrois à l'époque. Kabila fait face à un Tshisekedi qui a été élu à plus de 73%, soutenu par l'armée, soutenu par la police, soutenu par les renseignements, soutenu par le peuple congolais d'abord, et aussi soutenu par certains pays africains, parce que je sais qu'il y en a d'autres, des égarés de l'Afrique, qui soutiennent la démarche ambiguë de messieurs que vous appelez Kabila. Il y en a dans sa démarche. Il y en a beaucoup. Il y a l'Angola qui est avec nous, il y a le Burundi, vous avez vu, le président Ndayishimiye était ici, il y a Ramaphosa, les pays de la SADC, il y en a beaucoup. Tshisekedi, c'est un véritable interlocuteur, aussi bien en interne qu'à l'externe, monsieur le journaliste. En parlant de la communication politique, la communication politique autour de la présence de Kabila à Goma est essentielle, puisque si elle est officielle et transparente, elle peut rassurer. Est-ce que la communication politique autour de la présence de Joseph Kabila l'est? De la part de qui? Je parle de la communication autour de la présence de Joseph Kabila à Goma. Elle doit être officielle et transparente. Si elle est officielle et transparente, elle suffit à rassurer le Congolais. Si elle est discrète, là, ça alimenterait les suspicions. Ma question, c'est de savoir si la communication autour de la présence de Kabila l'est. Mais moi, je vous ai dit ici, Kabila peut monter, il peut aller sur les 1000 collines des pays de ses ancêtres, le Rwanda, il peut monter, parler. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les Congolais n'ont pas besoin d'assurance de Kabila. Il ne rassure pas Kabila. Il ne rassure pas. On ne va pas parler d'un criminel, d'un chef d'État qui n'a pas su capitaliser ce qu'il a obtenu pendant 18 ans. Il n'a pas su capitaliser la grâce, la chance qui lui avait été offerte, aussi bien par Dieu que par l'univers. Quand vous dites des choses, il faut arrêter. Tout est bon pour vous. Tshisekedi est un fils de ce pays, son père et sa mère sont connus, mais celui que vous appelez Joseph Kabila, il est un peu comme un Melchisedec, dont on connaît ni le père ni la mère. Allez, merci beaucoup. On va arriver à la fin. Et comment alors Kinshasa compte réagir? Et ce sera l'avant-dernière question. L'autre question, c'est l'affaire des 39 millions, un scandale financier dont se trouve être au cœur le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Risque-t-il la prison?
En une minute, on va chuter. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire? Je ne suis pas membre du gouvernement, ça c'est de un. Mais de deux, je crois qu'il y a une stratégie musclée qui est mise en place pour pouvoir finir la guerre à l'Est. Parce que pour le chef de l'État, ce qui le préoccupe, comment y mettre fin? C'est la fin de la guerre. Quand vous repoussez d'autres Congolais, quand vous n'avez besoin que de ceux qui, qui ont la même lecture que vous, pourquoi vous ne voulez vous engagez des discussions à Doha, à Washington, vous avez dit qu'il y a avec Kagame, mais pas avec les autres. Mais vous avez posé une question, vous avez dit qu'il excusez-moi, c'était pour lancer. Allez-y. Ce qui préoccupe le chef de l'État, c'est la fin de la guerre à l'Est. C'est pour cette raison, vous avez dit ici que nous sommes en pourparlers aussi bien à Doha qu'à Washington. Vous avez cité Kagame parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui le véritable cheval de Troie. Même Kabila est sous son ombre. Même Kabila est sous sa commande. C'est évidemment sa marionnette. Donc, on attaque le véritable patron de toutes ces rébellions. Au moment où un accord sera signé avec Washington, où Kagame reconnaît le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, où la résolution 2773 doit être respectée pour le retrait des éléments de RDF du territoire congolais, c'est ça le plus essentiel. À côté de cela, vous voyez, en dehors de la recherche de la paix, il y a la recherche évidemment de la stabilité sociale que le gouvernement est en train de mener. Ce sont des actions à saluer. Dans la faiblesse, on tire sa force et on avance. Vous avez posé une autre question, c'est celui de Moutamba, je l'espérais, par rapport à 39 millions de dollars. Il y a une commission à l'Assemblée nationale qui est mise en place pour l'écouter. Hier, j'ose espérer qu'il avait été écouté par cette commission, mais prenons notre mal en patience pour savoir de quoi il sera dit, qu'est-ce que cette commission dira, et c'est à partir de là que nous pourrions faire des commentaires. Mais ce que je voudrais ici dire, tout à l'heure, au début de l'émission, j'avais parlé, bien entendu, de nos combats. Notre combat était de mettre fin à l'impunité. Notre combat était de mettre fin à la corruption. Notre combat était évidemment de mettre fin à la faillite morale. Et aujourd'hui, s'il y a un membre du gouvernement, s'il y a un député, ou si quelqu'un, n'importe qui a reçu les missions régaliennes, les missions d'administrer les affaires de l'État, il faut de l'exemplarité. Nous devons être pris au pied du mur d'exemplarité. Nous ne devons pas être de velléitaires. Nous ne pouvons pas être, évidemment, des palinodiques. Il faut que nous soyons des personnes qui respectent, bien entendu, les lois de la République. Si la procédure de ce marché public n'avait pas été respectée, que la justice en tire les conséquences. Est-ce que l'attitude des uns et des autres en ce qui concerne cette affaire permet-elle à avoir ou à assister à un dénouement heureux? Mais il ne faut pas qu'il y ait de la sensation. Il ne faut pas qu'il y ait des règlements de compte, que ce soit au niveau de la justice ou du Parlement ou le ministre lui-même. C'est l'appel à l'État. Vous comprenez bien? C'est l'appel aux valeurs républicaines. Il faut que tout ce qui sera fait soit motivé par l'appel, évidemment, des valeurs républicaines, au respect de la loi, au respect de procédures. Si la loi n'a pas été respectée, si la procédure n'avait pas été respectée, je répète, il faut tirer toutes les conséquences au regard de ce qui avait été fait. Il est nullement question de protéger qui que ce soit parce que le peuple nous regarde. Le monde entier nous regarde. Nous ne sommes pas dans un vase clos, nous sommes dans la mondialisation. Le Congo a besoin de convaincre à l'extérieur. Et vous savez que la justice élève la nation. Si au niveau de la justice, il y a l'inféodation, si au niveau de la justice, si au niveau de la justice, il y a de la complaisance, il y a le laxisme, ça va renvoyer un message de la dénaturation de cette justice et de la République, et les espoirs que nous avons pour pouvoir évidemment attirer les investissements directs étrangers pourraient voler en éclats.
Et c'est pour cette raison que j'en appelle à la prise de conscience et à considérer que nous sommes pris au pied du mur d'exemplarité pour pouvoir arrêter l'hémorragie due au détournement, à la corruption, pour pouvoir évidemment mettre fin à l'impunité. Ce n'est que comme ça que nous sauverons la République et ce n'est que comme ça que nous ne prêterons pas le flanc aux ennemis de la République qui pensent qu'ils peuvent parler parce qu'ils ont entendu ou ils ont vu une défaillance gouvernementale quelque part. Allez, un Congolais a parlé. Merci d'être passé. Je rappelle que nous recevions Henri Mutombo Mikenyi. Il est écrivain, chercheur en fiscalité et en géostratégie au cadre de l'Union sacrée et chantre de l'Éternel. Chantre est aussi expert en gestion de ressources humaines, c'est-à-dire GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Voilà. Pour une première sur ce plateau, c'était tendu, agité. Nous pensons que vous allez nous revenir avec la même fougue pour d'autres thématiques. Vous voudrez que je place toujours un mot? Parler du Congo. Un mot, s'il te plaît. D'accord. Je voudrais faire appel, j'ai dit au début de cette émission, que la cloche de l'éveil a sonné. Je voudrais faire appel à la jeunesse de notre pays, de ne pas nous laisser instrumentaliser, de ne pas, évidemment, nous laisser manipuler par des discours des personnes qui veulent que le Congo sorte de la piste. Le Congo ne peut pas sortir de la piste. Le Congo doit rester sur la trajectoire de la construction de sa grandeur. À l'heure actuelle, nous avons un président de la République qui a été élu par son peuple. Et c'est celui-là que nous devons soutenir jusqu'à la fin de son mandat. Et on fera appel, bien entendu, au successeur de Tshisekedi le moment convenu. Et celui qui va convaincre le peuple, c'est à celui-là que le mandat de présider à la destinée de notre pays sera donné. Mais hors de question de suivre des apocalypses, s'il vous plaît, hors de question de suivre des apocalypses, des ingénieurs d'apocalypse, hors de question de suivre des ingénieurs d'embrouille, notamment en Kabila, qui appellent à l'insurrection, parce que quand il dit, il parle on est arrivé à la fin. Quand il dit qu'il faut mettre... Oui, d'accord. Quand il dit qu'il faut mettre fin à la tyrannie, c'est-à-dire qu'il appelle à la violence. Ici, nous sommes dans un pays... Évidemment, ici, nous sommes dans un pays démocratique, il faut respecter notre constitution. Quand il dit mettre fin à la dictature, il appelle au départ pur et simple de Tshisekedi du pouvoir. Vous voulez que je parle encore une fois de plus? 30 secondes. Un mot, s'il vous plaît. Un mot, c'est celui de dire Kabila, à l'heure actuelle, c'est un peu comme Saoul. Quand il était opposé aussi bien à Dieu et au peuple d'Israël, quand il est allé au combat, il en est mort. Allez, on prend des exemples dans tous les sens. Dans la Bible, dans le Coran, juste pour justifier le camp auquel on appartient. Mais le Congo n'a pas besoin de ça. Le Congo, à ce moment, n'a pas besoin de division, n'a pas besoin que les Congolais se regardent en champ de faïence. Nous avons besoin de la paix. Kabila Goma, oui, il y va en tant qu'acteur, homme de paix ou acteur occulte de déstabilisation. Il faut voir ce qu'il compte faire parce qu'il propose un plan de sortie de crise. Peut-être il pourra être l'interlocuteur valable auprès de M23. Allez, on se retrouve à très très vite avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.